Marseille, 7 h du matin. La brigade des mandats et recherches est en pleine opération. On les appelle la brigade des fugitifs. Ils sont chargés de ramener les délinquants qui n'effectuent pas leur peine de prison. Des hommes condamnés par un tribunal, mais qui courent toujours. Ce matin-là, ils viennent chercher un homme condamné il y a quelques semaines à 2 mois de prison après une altercation avec la police. Et outrage. Un outrage. On n'était jamais le chercher pour violence à agent. Alors je pense qu'il faut rester poli. D'après leurs informations, le fugitif vit tranquillement chez lui avec sa femme et ses 4 enfants. C'est la police, madame. Habillez-vous. Oui, bonjour, habillez-vous. Merci beaucoup, madame. Mais le temps passe. À quoi le joue la dame, là? Madame, vous ouvrez, c'est la police, s'il vous plaît. Allez, ouvrez, madame. Mais qu'est-ce qui vous arrive, madame? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ah, voilà. Monsieur Zbadir, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est la police. L'histoire, elle est simple. Vous venez avec nous, vous voyez le procureur, il prend sa décision, vous lui expliquez votre situation et lui, il juge. On est bien d'accord? Voilà. Pour l'instant, nous, notre mission, c'est de vous ramener. Alors, on va le faire le plus gentiment possible. Vous vous habillez, vous venez. Parfait, monsieur. Allez, c'est comme ça qu'on l'entend. Non, il n'y a pas de menottes. Voilà. Il y a les enfants, il y a les bébés, on ne va pas mettre les menottes. Par contre, on reste avec vous. Voilà. Allez. Oui, on y va. Habillez-vous. Vous étiez à l'audience, monsieur? Le fugitif ne s'était même pas rendu à son procès. Pourtant, il avait reçu une convocation du parquet. Ma femme, quand elle a accouché le 14. Oui. Et ça s'est mal passé, j'ai failli perdre le petit. Et ça fait que j'avais la tête... j'ai carrément oublié le jugement. À ce stade de la procédure, théoriquement, l'homme ne peut plus échapper à la prison. À moins qu'il ait des circonstances atténuantes. Votre femme, elle n'a pas de problème de santé, non? Elle a une embolie pulmonaire. Ah non, il me demande... Elle a une embolie pulmonaire? Oui. Votre épouse? Oui, elle a une embolie pulmonaire. Non, mais ouais, c'est par rapport au petit qu'il a eu la césarienne et tout. C'est important pour moi. Le petit, il a failli mourir. Moi, je ne lui ai pas menti, je n'ai rien à gagner. Mais c'est important de le dire, ça. Mon petit, il a failli mourir, ça a roulé le corps là. C'est important, on l'a opéré 2 fois, il a eu une brèche, l'opération s'est mal faite, ils l'ont fait, le petit est resté plus longtemps que prévu à la couveuse, il a failli mourir. C'est important tout ça. Après, on ne parle pas de mon père qui est mort, de ma mère qui est à l'hôpital Nord. En ce moment, elle dialyse, ma mère. Elle est dans un lit d'hôpital, elle va crever. J'ai mon autre sœur qui est à Valence, elle dialyse, elle va crever. Et je viens de perdre une sœur du dialyse. Chez moi, ils sont plus morts que du dialyse. Mais ça, je ne le raconte pas. Je raconte mon histoire à moi. C'est le procureur qui va décider si le fugitif doit être écroué ou pas. Alors, sa situation personnelle, monsieur, il y a du nouveau. Là, on me dit que mon collègue qui est à côté, là, il est allé le voir, il dit que sa femme souffrirait d'une embolie pulmonaire. Bon, écoutez, on va débrouiller tout ça. Bien, monsieur, bonjour. Le procureur souhaite entendre le suspect. Pour Ali, c'est maintenant que tout se joue. Dans quelques minutes, il peut prendre la direction de la prison sans même repasser chez lui. Je vous ai fait venir, bon, la police est allée vous chercher et vous vous retrouvez ici. Je vous notifie la mise à exécution de la peine. Ceci étant, vous avez peut-être quelque chose à dire, non pas sur les faits qui vous sont reprochés, puisque l'heure n'est plus à en parler, mais je ne sais pas. Vous avez certainement un commentaire à faire, quelque chose à dire. Je vous dis très clairement, monsieur, vous risquez de partir au Beaumet, là, dans l'heure qui suit pour l'exécution de la peine. Je ne peux pas me la faire en septembre, j'ai prévu de partir en vacances avec ma femme et ma famille. On n'est pas là pour dire si on choisit la prison ou les vacances. Hein. Non, mais ce que je veux dire, les vacances ne sont pas un motif. Non, mais je vous dis, j'ai 4 enfants à m'occuper, ma femme est malade, ma mère est malade. Bon, alors, vous me dites, j'ai une situation familiale qui mérite considération. D'accord? Expliquez-moi concrètement en quoi le fait de vous incarcérer, puisque c'est de ça dont il est question aujourd'hui, va véritablement gêner la situation familiale. Je vous écoute. Je vous écoute. Je suis leur père. Non, mais vous êtes leur père, ça, je n'en disconviens pas, monsieur. Ma femme, il faut aller à l'hôpital, elle est malade aussi. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une embolie pulmonaire. Elle est malade. Non, mais elle est malade. Quand est-ce qu'elle a eu cette embolie pulmonaire? Ça fait des années qu'elle a eu, monsieur. Des années? Oui. Attendez, si ça fait des années,
je suis bien obligé de constater que ça ne vous a pas empêché, pendant toutes ces années où votre femme avait cette embolie pulmonaire, de commettre diverses infractions. Je vois que vous avez eu quand même précédemment des peines d'emprisonnement, ne serait-ce qu'en 2000, condamné à 1 an d'emprisonnement. Votre femme avait déjà ces problèmes de santé. Je ne veux pas passer l'été dedans, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, j'ai envie de passer l'été, j'ai passé des années dedans, monsieur le procureur. Il ne s'agit pas de passer l'été. Si vous avez un bon comportement en prison... Mais je connais le comportement. Je veux dire, en début août, vous êtes dehors, quoi. Je n'ai même pas envie de faire juillet en prison. Je vais aller en prison. On ne choisit pas les cellules au soleil ou les cellules à l'ombre, on ne choisit pas les... Non, mais vous pouvez me le demander, mais je vous réponds tout de suite. L'exécution des peines ne se détermine pas en fonction de la température ambiante ou de l'ensoleillement des prisons. Que vous ne vouliez pas aller en prison, je le conçois tout à fait. Mais ça ne crée pas une situation qui justifie de reculer plus longtemps l'exécution de cette peine. Ali va donc devoir purger sa peine. Il sera incarcéré 2 mois à la prison des Baumettes. Vous pouvez téléphoner à votre femme ou à qui vous voulez. Allô, ça va? Ouais, j'ai vu le procureur, là, je suis dans son bureau, il peut m'envoyer en prison. Il ne cherche pas à comprendre, tu as compris? Ouais, va t'amuser avec les enfants. Ouais, il n'y a rien à savoir. Ne fais pas de soucis, hein. Allez, c'est comme ça le système. Voilà, monsieur. Au revoir. En France, chaque année, 37 000 personnes condamnées à une peine de prison ferme ne vont pas en détention. Ils ne se rendent même pas à leur procès. Il y aurait ainsi plus de 37% de personnes condamnées qui éviteraient la prison. L'État n'est plus crédible. À partir du moment où une décision est prise, elle doit être exécutée. Si elle n'est pas exécutée, que vont penser nos concitoyens? Que vont penser les victimes? Et j'irai même plus loin, que va penser le délinquant qui a été condamné? Vous savez, beaucoup de délinquants vivent dans une espèce de toute-puissance. Ils ont l'impression qu'ils ne se feront jamais arrêter, qu'ils peuvent tout faire, qu'ils peuvent se permettre de violer les lois de la République. Si vous les jugez et qu'ils ne payent pas l'amende, ou qu'ils ne vont pas en prison alors qu'ils ont été condamnés à une peine de prison, ils vont voir confirmer en fait leurs sentiments, c'est-à-dire que l'État est inefficace, qu'ils peuvent tout faire. Nouvelle affaire pour la brigade des fugitifs. Ils viennent frapper à la porte de Stéphane. Allez, on ouvre là, c'est la police. Condamné à 4 mois de prison pour délit de fuite et infraction au code de la route. Les policiers l'ont localisé chez ses parents. Oui, c'est la police. Qui c'est? Madame, ça fait 1 heure qu'on tape là. Voilà, c'est vous qu'on voulait voir. Comme vous voulez voir, on va vous expliquer ce qu'il y a, il n'y a rien de... Les parents sont en colère, ils disent ne pas savoir que leur fils devait se présenter devant un tribunal. Le procureur, voilà, très bien. On se calme, madame. On est calme, on est poli. Oui, il n'y a pas de problème. C'est bon? Vous occupez de la dame? Allez, ça va, vas-y. On va lui expliquer à votre fils. Allez, c'est bon, c'est clair. Qui c'est qui a signé ça? Ça, c'est pas ma signature. Alors c'est qui alors? C'est pas ton père? C'est pas le voisin? Qui c'est? C'est une tête. Les parents avouent avoir reçu la convocation au tribunal. C'est même le père qui l'aurait signé. Vous connaissez votre signature là? Ça, c'est moi, c'est une tête, c'est vrai. Ah ben voilà. Et vous l'avez pas informé votre fils? Après vous dites qu'on vous a pas écrit, vous voyez qu'on vous a écrit, monsieur. Voyez monsieur, hein? Vous n'avez pas me signer pour lui. Vous avez signé pour lui, ne dites pas qu'on vous a pas écrit. Enfin bref, bon. Allez, c'est pas grave. Mais les parents ne lisent pas et ne parlent pas le français. Le jeune homme est emmené par les hommes de la brigade à l'hôtel de police. C'est nous qu'on est dans notre droit et pas toi dans le tien, on est bien d'accord? Voilà, et celui qui a fait le con, c'est toi, c'est pas nous. Tu es bien d'accord aussi? Qu'on sache bien de qui on parle là? Parce que tout à l'heure, tu vas me faire douter. Je suis en train de regarder mon collègue, savoir si on ne fait pas une erreur judiciaire. J'ai pas reçu de courrier, moi j'ai pas lu de courrier. Oui, non, moi j'ai pas reçu, moi. Stéphane continue de dire qu'il n'est au courant de rien. Juste rien du tout, moi je vous dis la vérité. J'ai pas lu de courrier, jugement sera annulé et il évitera la prison. Bien sûr, mais je te crois. Je suis convaincu. Cachez ça, ce que vous savez, c'est une lettre recommandée. C'est vrai.
D'accord, chef. Mais moi, je n'ai jamais reçu la lettre recommandée, je ne l'ai pas lue. Elle n'est même pas arrivée chez moi. C'est juste le recommandé que vous avez là. Bon, écoute, on va tout dire tout ça au procureur. Ben voilà, moi je vais lui dire, je vais parler avec le procureur, c'est pas un problème. Arrivé au poste de police, les agents veulent être sûrs que c'est bien son père qui a signé la convocation du tribunal. Alors, tu vas faire 6 signatures. La signature, ma signature à moi. Ta signature. Voilà, sur ta carte d'identité. La comparaison est claire, c'est le père qui a signé la convocation du tribunal. Stéphane n'était donc peut-être pas au courant. Et donc pour une simple signature, finalement, ça annule tout. Ça annule tout. Toute la procédure. Voilà. Ça annule toute. Ça annule son jugement en définitive, va être rejugé, il va pouvoir reformuler opposition. Voilà. Malgré le fait qu'il ait déjà été condamné. Malgré le fait qu'il ait été condamné parce qu'il n'a pas eu connaissance. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous a dit. Je n'étais pas au courant que j'avais été jugé, donc ça va redevenir un simple défaut, donc où il n'était pas présent à la barre. Je vais appeler le parquet. La condamnation est annulée. Stéphane n'ira donc pas en prison. Il sera rejugé. C'est une convocation, c'est officiel. Hein. Vous en recevrez pas d'autres à la maison. Hein. Donc allez-y, un conseil. D'accord ? Voilà, vous êtes libre. Merci. La sortie, c'est par là. Rien qu'à Marseille, chaque année, plusieurs centaines de condamnés à des peines de prison ne sont pas incarcérés. Leur nom est consigné dans un ordinateur. Tous les renseignements entrent sur l'ordinateur national des personnes recherchées. Mais il faut vraiment que le bonhomme il soit interpellé sur un contrôle de police ou sur une intervention particulière pour qu'on puisse le récupérer. Parce qu'une fois qu'il est inscrit à l'ordinateur, c'est un peu les oubliettes l'ordinateur. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant de se planquer que de répondre aux convocations de justice. Les hommes de la brigade des mandats et recherches de Marseille rattrapent tout de même chaque semaine plusieurs fugitifs. Comme cet homme à gauche de l'écran. Il y a 4 mois, il a provoqué un accident. Interpellé par les policiers, il a réussi à prendre la fuite. Refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Je me suis pris une amende, j'ai eu le défaut de permis. Et tu es parti tranquillement. Voilà, je suis parti. J'ai jamais pu régler les amendes. Ça s'arrête là. Mais jamais eu de refus d'obtempérer. Jamais. Donc tu te sens pas concerné par ce Je me sens pas concerné par cette affaire. Mon collègue est en train de faire la recherche pour voir si ce jour-là tu as été interpellé, si signalisé, on va faire les comparatifs. Et si c'est pas toi, tu partiras. Oui. Il faut aller à... Les policiers vont vérifier leurs informations dans les fichiers. Tu réfléchis bien à ce que tu vas dire. La photo, c'est ta tête, et les empreintes, c'est les tiennes. D'accord, à la date des faits. Et tu me dis que c'est pas toi. Alors réfléchis bien. J'ai refusé de t'arrêter, refus d'obtempérer, et en plus, il y a eu un accident, et il y a eu un gars qui a été blessé. Au moment de l'accident. Tu te rappelles? Non, c'est pas toi. Ça fait au moment des faits, au moment de l'infraction. Ils ont fait les photos? Ouais, c'est ta photo. Alors tu me dis que c'est pas toi? C'est en voiture ou en moto? La boîte à carton ou bouteille en verre. C'est sûr qu'on a... Non, attends, je vais vous expliquer un cas. Déconner, jeune. Mais je déconne pas, attendez, je vous parle sérieux. Tu vas tout nous sortir au compte de bout. C'est toi ou pas? C'est toi. Ça voilà. Attendez, voilà, c'est toi. Mais vous dites voiture. Voilà, qu'est-ce que tu veux, les doigts, les empreintes et les machins? C'est toi ou c'est pas toi? Il n'y a pas de vous me dites. T'as fait une faute. T'es condamné. Ça, c'est moi. Bon, alors qu'est-ce que tu nous fais monter dans les fichiers, les empreintes et tout ça? Il n'y a pas de vous me dites. Vous me dites la date, nous. La date, ça veut rien dire. Voilà, la date, ça veut pas rien dire. Vous me dites les faits. Attends, maintenant tu écrases, tu la fermes, d'accord? Tu payes ou pas? Ouais, je la paye, mais qu'est-ce que... Allez, sors les sous. Oui, j'ai pas de sous là. Alors sors les sous, démerde-toi, sinon tu montes en prison. Que je m'attends en prison. Ça suffit maintenant, on en a marre. Il a combien? 50 jours à faire? Non mais il montera, après il montera là-haut si jamais il y a quelqu'un qui veut payer pour lui. Quelqu'un ira payer quand tu seras à la maison d'arrêt, ils iront te donner les sous et ils te feront sortir. Tu es quand même gonflé de venir jusqu'à l'évêché, de venir nous faire avaler des saucisses comme moi ça. Tu nous prends vraiment pour des... Non mais rassure-nous, on a des têtes de dégénérés. Depuis le début, moi je te dis, réfléchis jeune, tu vas te faire oppresser. Tu vas voir, Maintenant j'ai vu, c'est tout. tu vas voir, regarde ta tête, face et profil, le même jour que tu t'es fait interpeller. C'est pas moi, c'est un collègue. Écoutez-moi, regardez. Si j'ai déjà des preuves, que je vous roule Tu là. sais ce que tu peux faire encore? Je vais te donner une dernière combine. Tu dis qu'il y en a un qui t'a fauché ta trouille chez tes doigts. Comme ça, tu sera encore mieux. Arrête de déconner. Je déconne pas, je vous dis la vérité. Tu baisses les yeux, d'accord? Comment je Parce qu'il n'y a plus besoin de parler avec toi. Pourquoi vous voulez que je Allez, maintenant tu te tais. Je me tais, mais je Tu te tais. Le jeune homme sera incarcéré le soir même. Mais pour la brigade des mandats et recherches, le travail n'est pas près de manquer. Les dossiers en attente s'entassent
et bon nombre de fugitifs courent toujours. La semaine prochaine, dans Fait divers le Mag, notre enquête sur un crime sans cadavre. L'affaire Pichon. Où est le corps de Robert Pichon et pourquoi est-il mort? J'ai envie de crier, là c'est papa, je dis, c'est où es-tu? Dans le village, on craint de ne jamais le revoir. Moi je vous dis qu'il est mort, j'en suis sûr. Stéphane Bourgoin, le spécialiste français des tueurs en série, suit le procès Fourniret. Ses analyses l'amènent sur de nouvelles pistes et peut-être de nouvelles victimes du tueur en série. Cette lettre de Michel Fourniret peut peut-être révéler un certain nombre de faits méconnus, notamment la spoliation, voire le meurtre éventuel de personnes âgées. Ces révélations la semaine prochaine.